Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition, l'avant-projet de loi sur l'urbanisation est au cœur d'un atelier. À cette occasion, le document sera présenté puis soumis pour appréciation et amendement par les participants venus des ministères et mairies. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Rachidat Biomama et Ernest Tétégou. Bientôt un code de l'urbanisme au Bénin. Cette séance de travail qui s'ouvre n'est qu'un préalable nécessaire à son aboutissement. Nous examinons aujourd'hui l'avant-projet de loi avant que ça ne continue son chemin vers la table du Conseil des ministres. Et bien après, ça devra passer au Parlement. Et après vote et promulgation, nous allons nous atteler à produire les tests, les règlements d'application, décrets et arrêtés. L'atelier dure 2 jours. Il va permettre d'amender et d'enrichir le document de l'avant-projet de loi sur l'urbanisme en tenant compte également des réformes en cours. La Banque mondiale, qui est notre partenaire sur ce dossier, nous a mis à disposition un assistant technique qui a eu comme mission d'enrichir un précédent test qui a été produit par le ministère du cadre de vie. Et le travail de ce consultant étant achevé, il était de bon ton d'associer des acteurs clés du secteur de l'urbanisme pour voir si les thèmes de référence, la mission assignée a été bien respectée. L'ambition du ministère du cadre de vie et du développement durable, à travers l'enrichissement de l'avant-projet de loi portant code de l'urbanisme, est de parvenir à un texte de loi porteur de réforme des pratiques. Mon souhait est qu'à travers ces 2 journées d'échange, chaque participant, en sa qualité de spécialiste averti, puisse apporter, à travers son expérience, des solutions simples et concrètes en vue de l'amélioration du document. Les villes du Bénin évoluent, leur développement tient à cœur au gouvernement. L'amélioration de ces tests pourrait l'aider à créer un cadre réglementaire législatif pour mieux encadrer leur modernisation. Autre actualité, la Direction générale des affaires économiques organise la première édition des journées scientifiques de l'économie béninoise. Elle a réuni des experts qui ont 3 jours pour échanger autour de la question de la transformation structurelle de notre économie. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a eu lieu ce matin à Cotonou en présence de nos reporters Jean-Claude James et Ramatou Lawani. C'est un rendez-vous de découverte de l'économie béninoise. Ici, les débats se déroulent entre spécialistes de la question afin que la transformation structurelle tant souhaitée soit une réalité. L'opportunité et la pertinence d'une telle rencontre n'est plus à démontrer au regard, d'une part, des difficultés structurelles auxquelles l'économie béninoise se trouve confrontée depuis les indépendances et d'autre part, de l'urgence de parvenir à une véritable transformation structurelle de notre économie, gage de croissance et de progrès. Plusieurs communications sont au menu de cette rencontre de 72 heures. À terme, les recommandations qui seront issues doivent faciliter la tâche aux décideurs. Les autorités attendent de nous des mesures fortes. Les autorités attendent de nous des propositions innovantes. Plus enfin, les autorités attendent de nous tout ce qu'il faut pour cette réalisation complète de la transformation structurelle de notre économie. Selon les statistiques, le taux de croissance du PIB du Bénin est de 6,7% en 2018 contre 3,3% en 2016. Les journées scientifiques de l'économie béninoise viennent comme pour baliser le terrain pour l'atteinte de l'objectif de 2019. Il s'agit d'une projection qui se situe entre 6,7% et 7,7%. Et puis l'administration douanière mobilisée hier pour évaluer ses performances et réfléchir sur les défis communicationnels qui s'imposent désormais à elle. Occasion pour échanger sur les réalités de la zone libre-échange continentale. Le point avec William Aguiar et Calvado Awan. C'est une rencontre périodique qui permet à l'administration douanière d'évaluer ses performances en vue de faire des projections pour l'avenir.
Au cœur des échanges, la mission économique et le défi communicationnel de la douane. Face aux besoins d'information de la clientèle de plus en plus exigeante, l'administration douanière entend miser sur une communication de proximité et dynamique pour atteindre ses objectifs. L'expérience est en cours et les résultats sont éloquents en termes de mobilisation des recettes, malgré certaines réalités actuelles. Et l'environnement, en ce qui concerne la mobilisation des recettes, vous le savez, mais je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Nous avons essayé de faire les statistiques en ce qui concerne les recettes brutes et les recettes nettes. Les recettes nettes, comprenez que c'est le cash qui permet à l'environnement, aux politiques de mettre en œuvre leur politique. Les écarts ne sont pas très élevés. Les écarts ne sont pas... Mais nous avons des objectifs que nous devons atteindre et, dit-on, les douaniers forment un corps d'élite. Et lorsque nous parlons de corps d'élite, ça veut dire qu'autant que nous sommes très intelligents. Et la meilleure manière de prouver notre intelligence, c'est de pouvoir nous adapter à la situation qu'est la nôtre aujourd'hui et de relever le défi en s'oubliant un peu et en priorisant donc l'État, bref, les recettes douanières pour que, à l'atterrissage le 31, qu'on puisse se frotter les mains et dire, malgré les difficultés, nous sommes arrivés à bon port. Chacun devait pouvoir jouer sa partition. Et pour ces marchandises qui nous viennent frauduleusement de certaines frontières, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire pour une meilleure prise en charge de ces marchandises dans le souci donc de faire un dédouanement équitable pour que les délinquants ne viennent pas bouleverser le marché intérieur. Les défis sont énormes et la douane béninoise se dit prête à redoubler d'ardeur pour la mobilisation des recettes. Une séance de restitution faite également de communication, mais aussi d'une cérémonie de port de galon à certains fonctionnaires de la douane. Parlons-t-il, le gouvernement veut faire du numérique un des leviers du développement, mais pour y arriver, il faut la mise en place d'une stratégie d'accès de tous à l'Internet par le biais du service universel. À cet effet, une étude sur les indicateurs de l'Université de l'Internet au Bénin a été lancée en juillet dernier. Rebecca Kenjaoudé. 3 mois se sont écoulés depuis le lancement de cette étude pilote. Une étude menée pour apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet au Bénin. Elle vise à permettre une circulation d'informations sur les innovations mises en place par le gouvernement, les acteurs économiques et ceux de l'écosystème du numérique. L'étude a été commanditée par l'UNESCO. Par ces indicateurs, l'UNESCO met à disposition des parties prenantes intéressées un outil pour évaluer Internet au niveau national selon les principes d'OAM qui sont les droits de l'homme, l'ouverture, l'accessibilité à tous, la participation de multiples acteurs. Ça a été un honneur pour le Bénin d'être choisi pour réaliser cette étude pilote, mais aussi, disons, un défi pour nous, un défi que si je m'en tiens aux différents feedbacks que j'ai aussi bien de l'UNESCO que des acteurs de l'écosystème, défis que nous avons relevés. Et je suis très heureuse que notre pays donc, ait bien conduit ce processus dans des délais assez raisonnables et avec une qualité que vous verrez tout à l'heure au travers de la présentation. Cette étude permet de renseigner au moins 100 indicateurs, de collecter des informations auprès d'environ 80 cibles par l'administration d'un questionnaire. C'est donc à juste titre que je salue la clarté des recommandations qui sont formulées et qui sont en fait en adéquation avec les actions, les priorisations que nous avons faites au niveau de notre programme d'action du gouvernement et qui sont également en adéquation avec un certain nombre d'activités que nous avons soit démarrées ou que nous sommes en train de mettre en œuvre ou qui sont prévues dans un proche futur. Et l'ARCEP qui est ici avec nous, avec l'autorité avec laquelle nous travaillons vraiment à ce que
un certain nombre de ces indicateurs soient d'un certain niveau, d'un certain standard pour notre pays, eh bien, vous pouvez être rassuré que l'ensemble des acteurs ici qui sont présents vont donner de leur énergie pour que ces recommandations puissent être mises en œuvre. La journée d'aujourd'hui vient officiellement valider les résultats de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin. Si elle était validée, cette étude servira de modèle pour les pays environnants qui seront invités par l'UNESCO à suivre l'exemple du Bénin. Il devient ainsi le pionnier en la matière. Et on prend la direction de la Donga pour nous rendre à Djougou. 9 milliards de francs CFA investis par le gouvernement pour réaliser plusieurs infrastructures d'alimentation en eau potable. À Djougou, 1000 branchements à coût réduit sont également mis à la disposition de la population, mais elle espère encore des efforts au niveau de l'extension du réseau d'eau. Ronald Robinson nous en parle dans ce reportage. Le barrage a été réalisé sur le lac Téro qui prend sa source à Kara. À Djougou, les eaux du lac Téro, source d'eau de surface, sont exploitées et traitées depuis les années 80 par la Société nationale des eaux du Bénin pour un usage plutôt vital. Depuis 2016, elles subissent les meilleurs traitements possibles avec des équipements de dernière génération dans cette station justant l'étendue d'eau. Les populations souffraient sérieusement puisque la seule ressource d'eau qui est le barrage tarissait pendant la période d'étiage. Il a donc fallu le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savé, Tchaoro et Tangueta pour accroître les capacités de rétention du barrage et pérenniser la disponibilité de l'eau à la population. Beaucoup de travaux ont été exécutés sur ce site. D'abord le curage, le rehaussement de la digue pour permettre au barrage d'avoir une plus grande capacité. C'est des millions de mètres cubes d'eau que vous voyez là. Même actuellement, en saison sèche, le barrage ne tarit plus. Nous utilisons le sulfate d'alumine que nous appelons à l'homme. Ce produit clarifie l'eau. En plus ça, nous avons la chaux éteinte qui corrige le pH de l'eau. Et si le besoin se fait sentir, nous utilisons l'hypochlorite de calcium pour la pré-désinfection. Si vous constatez une anomalie, n'hésitez pas à appeler la SONEB. Si vous prenez votre voiture, derrière vous allez voir un numéro. Appelez. Une fois potable, l'eau est distribuée aux ménages branchés au réseau de la SONEB. Depuis l'avènement des nouvelles infrastructures d'alimentation en eau potable à Djougou, plus de 14 000 ménages sont impactés en 2019. C'est la lune de miel entre la SONEB et ses abonnés. On ne trouve pas l'eau même avant. C'est maintenant qu'on trouve bien bon. Toute la journée, l'eau ça vient et c'est propre. On se débrouille avec l'eau du puits. Tantôt c'est clair, tantôt c'est un peu flou avec des déchets dedans. Maintenant on utilise l'eau de la SONEB pour boire et faire la vaisselle avec. On trouve l'eau abondamment et l'eau là est bien claire. Je remercie ce gouvernement et je leur prie d'envoyer aussi l'eau dans les autres zones. Pour avoir un tel résultat, la commune de Djougou a bénéficié d'un lourd investissement réalisé par le gouvernement. Un projet d'un coût hors taxe de 9 400 millions, financé à hauteur de 61% par la BOAD et le reste par la SONEB. Il vise 3 grands travaux, la mobilisation de la ressource, le traitement et enfin le stockage et la distribution. Quand nous prenons la mobilisation, il y a eu réaménagement au niveau du barrage de Djougou, ce qui a permis de renforcer sa capacité. Et au niveau du traitement, une unité a été installée que nous appelons l'unité compacte d'Aigremont, ce qui permet de traiter de façon additionnelle 50 mètres cubes à chaque heure. Il y a eu la construction d'une bâche de 90 mètres cubes, également la réhabilitation du bâtiment d'exploitation, la réalisation d'une salle de reprise avec 2 pompes de 85 mètres cubes chacune.
À Kilir se dresse majestueusement un nouveau château d'eau de 500 mètres cubes de volume, en plus d'un réservoir de 190 mètres cubes, soit un total qui tutoie 7000 litres de réserve d'eau pour la cité. Nous avons également la réhabilitation des deux châteaux existants, l'un de 150 mètres cubes et l'autre de 190 mètres cubes. À Barienou se trouve une station de traitement d'eau souterraine équipée d'un système moderne de télégestion alimenté par 7 des 14 forages qui sont réalisés par le projet. Nous sommes en zone de socle, comme vous imaginez, on arrive quand même à mobiliser près de 150 mètres cubes de ces forages. Il y a eu 52 km de conduites posées, tout diamètre confondu, pour permettre la distribution de cette mobilisation d'eau dans le réseau. Le même projet a prévu 1000 branchements à coût réduit aux populations de Djougou. Ces branchements sont exécutés en moins de 10 jours, je vous le garantis. Le projet a doté de la ville de Djougou d'une capacité de production d'environ 5000 m3 jour, alors qu'actuellement nous tournons à maximum à 2500 m3 d'eau. Donc nous avons une très grande capacité. La demande, elle ne couvre pas encore la capacité de ces systèmes installés. Nous rassurons la population que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que ces réseaux soient étendus dans les zones où ils n'existent pas. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est donner de l'eau à toute la population d'ici 2021. Reconnaissantes, les autorités de Djougou convient le gouvernement à poursuivre ces gros efforts entamés. Avec l'effort du projet, vraiment nous sommes satisfaits. En temps, avant de prendre le compteur, nous dépassons plus de 100 et quelques mille. Nous remercions le gouvernement de la rupture et son chef avec l'effort qu'il est en train de faire pour nous, pour l'affaire de l'eau. Nous disons merci au gouvernement qui nous a vraiment donné de l'eau à boire dans la commune. Il y a 2 ans de cela, ce n'était pas la même chose. Les puits sont sous-exploités. Ça, le gouvernement a pensé vraiment dans le futur. L'eau existe, mais un petit effort d'extension, tout le monde sera satisfait. Mais le prix du compteur, que ça soit gratuit. Avec la consommation, quelque chose comme ça, on pourra récupérer. Notre souhait, c'est que le gouvernement dise un jour qu'on place un compteur à chaque ménage pour l'eau. Là, vraiment, tout le monde va applaudir comme ça. L'eau potable pour tous en 2021, c'est un pari quasi gagné pour le gouvernement Talon sur le terrain. Une promesse dont la réalisation change la vie des populations. Voyons à présent cette main tendue aux sinistrés après les inondations dans les communes d'Atiémé et de Grand Popo. Les sinistrés reçoivent donc le soutien des députés du Mono, membres du parti Union Progressiste, ainsi que certains cadres de cette localité. Ils ont reçu des couvertures et des vivres. Plus de précisions avec Koloma Madi et Iva Koudoupassi. Ouf de soulagement pour les victimes des inondations d'Atiémé et de Grand Popo. Les bras chargés de vivres et d'enveloppes financières, les donateurs sont venus soulager les peines des populations sinistrées. Ce sont nos populations. Nous ne pouvons pas rester hors de ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons apporté quelques vivres, du riz, du sucre, de macaroni, de l'huile, pour permettre à ces populations, de moustiquaires, pour permettre aux populations de se protéger contre les moustiques, surtout pour les moustiquaires, pour éviter les maladies telles que le paludisme. Et en dehors de ça, pour permettre à ces populations d'avoir un peu d'argent pour acheter ce qu'il faut, parce que macaroni, on ne peut pas préparer macaroni sans les ingrédients. Donc, pour leur permettre d'avoir un peu de sous, nous avons apporté cette modique somme de 500 000 francs. Monsieur le maire. Le député a fait une très bonne démarche. Je crois que chacun, ce qui le concerne,
à quelque niveau qu'il est, doit faire en sorte qu'on puisse apporter notre contribution à l'amélioration de la situation de notre population. Au nom des bénéficiaires, l'autorité communale exprime sa gratitude. Je suis très heureux, je suis très content, je voudrais profiter pour vous remercier. Je vous promets, puisqu'au niveau de la commune, nous avons institué un comité de gestion, dont le premier adjoint est le président. Donc nous allons prendre l'engagement devant vous, devant la presse, devant tout le monde, pour dire que nous allons gérer ces fonds et même ces vivres de façon saine. Le préfet du Mono, président de la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes, profite pour lancer un appel. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre prompte réaction. Je saisis cette occasion encore pour lancer un appel. Que tous les fils du département du Mono, qui soient à Cotonou, ou bien sur le territoire national, ou même au-delà du territoire national, viennent à notre secours. Au total, on dénombre sur le site d'accueil d'Atiémé 137 sinistrés et 250 sur le site d'Achanou. La délégation a ensuite mis le cap sur Grand Popo, où la même action de générosité est faite à l'endroit des victimes de l'inondation. Premier forum national sur l'intégrité et la gouvernance dans le secteur de l'eau et l'assainissement au Bénin, porté par le Partenariat national de l'eau. Le dit forum va se nourrir d'activités diverses, notamment une conférence portant sur l'intégrité comme pilier pour le droit à l'eau et à l'assainissement. Nikano Kovi nous en parle. Regardez. Une eau propre, lavée de toute souillure, qu'elle s'appelle corruption ou mauvaise gouvernance. Un idéal poursuivi par le Forum national sur l'intégrité et la gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin, FONIO. Le Forum de la vie et de la santé en somme. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de cet important forum dont l'objectif est de renforcer la promotion de l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin, en mettant cette thématique au cœur des préoccupations au niveau national. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre du volet gouvernance du programme OMI Delta, soutenu par le Royaume des Pays-Bas, et du programme de promotion de l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin, appuyé par le réseau pour l'intégrité de l'eau. Conférences, panels, foires, expositions, lancement du rapport sur la cartographie des risques d'atteinte à l'intégrité. Autant d'initiatives qui ont emballé les partenaires de l'eau comme Water Integrity Network et le Royaume des Pays-Bas, mais aussi et surtout le gouvernement béninois. L'initiative de l'organisation du présent Forum national sur l'intégrité de l'eau et de l'assainissement constitue une opportunité pour renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur autour des questions de bonne gouvernance et d'intégrité. C'est pourquoi je prends ici même l'engagement d'accorder une attention particulière à toutes vos recommandations visant la promotion de l'intégrité de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Les acteurs de l'eau invités à boire à la source de l'intégrité, les travaux devraient couler de source et finir en recommandations abondantes d'ici le terme du FONIO le jeudi prochain. Ils sont à l'origine de nombreux décès et d'invalidité dans le monde. Les accidents vasculaires cérébraux sont aujourd'hui au centre des travaux de recherche. Dans ce reportage, Génial Afoda Monsiarboka a fait ressortir les causes et les symptômes de ce déficit neurologique. Suivez son reportage. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap chez l'adulte. Il s'agit d'une perte soudaine de la fonction cérébrale provoquée par la formation d'un caillot sanguin bouchant une artère du cerveau. Le mal peut survenir à tout âge chez l'adulte. Il y a deux formes d'AVC. Il y a la forme qu'on appelle ischémique, où vous avez un caillot qui vient boucher une artère. Et il y a un moment donné, grâce à certains phénomènes, le caillot qui a bouché peut disparaître. C'est la plus fréquente, et la deuxième, c'est l'AVC hémorragique,
ou c'est plutôt un vaisseau qui, par plusieurs mécanismes aussi, va s'altérer, s'éclater, et comprimer le tissu cérébral voisinant qui peut aller jusqu'à leur apoptose. Il est donc important de connaître les signes d'alerte d'un AVC pour avoir le bon réflexe au cas où il se produirait. Généralement, quand on pose la question aux patients, il y a des signes qui sont là, qui sont peut-être négligés. Et ces signes peuvent être liés à l'hypertension artérielle, des maux de tête, à des syndromes métaboliques ou bien, disons, sur un terrain de diabète ou quelque chose comme ça avant. Mais sinon, généralement, ça peut vous surprendre. Aujourd'hui, nous avons en neurovasculaire défini certains signes pour permettre aux gens de retrouver vite les signes de l'AVC. Pour les Français, ça s'appelle VITE, comme ça s'entend vite, V-I-T-E, où le V, ça veut dire la voix, d'accord, on demande à la personne de parler. Le I, c'est, on demande l'importance d'un membre, donc on demande à la personne de bouger un membre pour voir. Le T, c'est trouble de langage. Et puis le E, qui veut dire lorsque vous avez les trois, allez directement en urgence. L'attaque cérébrale est réputée pour son urgence médicale absolue. Il y a quand même une prise en charge urgente qui permet aux patients de récupérer au maximum de leur déficit. Et cette prise en charge se fait dans les 4h30 de temps après l'AVC. Lorsqu'on fait son traitement, on a plus de chances, surtout pour l'AVC ischémique, pas pour l'AVC hémorragique, parce que quand le sang est déversé, on ne le fait plus, c'est d'autres traitements. Pour l'AVC ischémique, après 4 heures de temps, maximum 6 heures aujourd'hui avec les recherches, on est en droit de dire qu'on peut faire récupérer au maximum à un patient. Le diabète, l'obésité, le tabagisme ou encore l'excès de cholestérol sont entre autres des facteurs de risque vasculaire. Une bonne hygiène de vie et des examens peuvent aider à prévenir l'AVC. Avoir la pratique du sport, ne pas manger trop de sel, ne pas manger trop d'huile, surveiller sa tension, se faire suivre comme il faut, prendre ses médicaments comme il faut, peut bien aider à éviter ces genres d'accidents. Les personnes touchées par la maladie doivent généralement, et ce en fonction de l'atteinte, réapprendre les gestes quotidiens grâce à une rééducation parfois éprouvante pour le patient. Un mot de sport pour finir. Les patineurs béninois se sont retrouvés sur l'esplanade du stade L'Amitié pour les derniers réglages avant le championnat continental de roller dénommé Africa Roller Game. C'était l'occasion pour les ambassadeurs béninois de se mettre en confiance avant la compétition. Robert Copeidor. Je vous promets des médailles d'or comme d'habitude. Dernière étape du Challenge Cotonou Skating Open pour les athlètes béninois. À quelques jours du rendez-vous continental du roller, les patineurs béninois affichent une certaine sérénité. La préparation s'est très bien passée et les conseils des coachs ont beaucoup aidé, ainsi que les travaux à la salle de gym et sur la piste. Tous ces entraînements-là nous ont permis d'avoir une très bonne préparation pour le championnat africain. Un accent est mis sur l'amélioration des performances à travers les différents challenges sous le contrôle de la Fédération béninoise de roller. Actuellement, physiquement et techniquement, il faut dire que nos athlètes sont au point. Nous avons essayé de les préparer très dur durant la saison qui a commencé depuis janvier. Et aujourd'hui, c'est la dernière séance des entraînements que nous sommes en train de faire pour leur permettre de récupérer un peu avant leur départ. Fini l'étape de Cotonou, les ambassadeurs béninois ont désormais la lourde charge de défendre le titre du champion d'Afrique en République démocratique du Congo. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Mais avant, à 22h30, vous avez rendez-vous avec la division sport pour l'émission Soirée Sport. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.